Mon exposé porte sur un problème de valeur appliqué à l'enseignement, comme une dimension de la relation didactique nécessairement dissymétrique, ayant à être assumée par le professeur. Je délimite donc bien ma question à l'institution scolaire, et je pose cette question à propos de l'action du professeur. Il s'agit de savoir s'il importe que le professeur fasse, lui, preuve de générosité dans son action. En présentant ainsi la question, j'examine la candidature de la générosité à être envisagée comme une éventuelle vertu professorale, et je me place dans une optique définie par Roger Pouivet qui articule vertu épistémique et émotion cognitive, dans la mesure, dit-il, où l'éducation scolaire, en particulier, est l'élaboration de notre caractère épistémique. D'où la question, le maître ne doit-il pas, dans l'exercice de son métier, donner suffisamment de sa personne, et cette forme de générosité dans l'action n'est-elle pas une condition pour porter l'intention d'enseigner du professeur? Dans cette hypothèse, la question des conditions de recrutement et de formation des professeurs devrait également être posée et s'intégrer au projet théorique de reconstruction de la forme scolaire. Je propose d'y réfléchir en deux temps. J'examine d'abord comment caractériser le métier de professeur, et à partir de là, je discute de la place de la générosité dans une éthique professorale. En perspective, je proposerai d'intégrer cette question aux enquêtes empiriques en TACD. Suffit-il de posséder des savoirs pour parvenir à les enseigner? Les pratiques d'enseignement sont spécifiques à un métier. Un métier désigne un certain degré de maîtrise acquis par une personne du fait de sa pratique sur une durée suffisante de cette activité. Tout métier implique donc une technique, une manière de faire, un savoir-faire. C'est ce que la TACD appelle un connaisseur pratique. Dès lors, chaque métier fournit une identité à celui qui le pratique. Je suis maçon, je suis métallurgiste, je suis professeur, etc. Il faut donc en venir à l'idée qu'un métier, cela s'apprend. De ce verbe viennent les notions d'apprenti, d'apprentissage. L'apprenti s'engage dans un devenir connaisseur, au sens où, pour Deleuze, le devenir est un processus de déterritorialisation qui dépasse l'apparence de la simple scission entre l'élève d'un côté et le maître de l'autre, et qui ne consiste pas simplement en une imitation du maître par l'élève, car l'apprenti agit dans un milieu commun avec le maître. Alors, deux modèles dans la forme traditionnelle de la relation d'apprentissage, c'est celui qui a la maîtrise du métier et qui est légitime à montrer comment on fait, comment apprend-on un métier, dans quelles conditions, pendant combien de temps, quand devient-on capable de l'exercer. Deux modèles principaux d'apprentissage existent donc: apprendre sur le terrain ou apprendre dans une institution. L'affectation d'une institution spécifique pour l'étude, nommée école, correspond au fait que progressivement, entre le XVIe et le XIXe siècle, et principalement dans les milieux éclairés de la bourgeoisie, la socialisation de l'enfance s'est peu à peu modifiée. Au lieu que les enfants apprennent des choses en les faisant auprès des adultes, on a rassemblé des enfants dans un lieu dévolu à l'étude d'un programme d'objets de savoir. Les historiens ont appelé ce phénomène la forme scolaire de socialisation de l'enfance. Professeur est une profession tout en se rendant le plus connaisseur possible du savoir qu'il doit transmettre. Le professeur doit, dans un second mouvement, en extraire l'essentiel à transmettre. En TACD, on décrit ces deux processus sous le nom de savantisation, le professeur se rend savant d'un certain savoir, et d'essentialisation, le professeur extrait l'essentiel de ce savoir. Si tout professeur est porteur d'une intention d'enseigner, le problème est qu'il ne suffit pas de savoir pour être en mesure d'enseigner. Se pose alors la question du comment. À partir du moment où l'on reconnaît nécessaire de former quelqu'un pour qu'il devienne un professeur, la question se pose d'elle-même. Comment fait-on de quelqu'un un professeur? L'insertion dans un champ professionnel implique l'incorporation d'usages spécifiques et notamment un certain usage de soi. Qu'est-ce qui peut être jugé comme bon dans la relation d'enseignement, susceptible et digne d'être recherché, qu'il est juste de vouloir ou de devoir assumer?
Alors le professeur ne peut être le simple exécutant d'un programme, il enseigne en quelque sorte avec la personne qu'il est. On pourrait dire que dans l'exercice de son métier, tout professeur est amené à donner de soi-même. Or, la capacité à donner porte un nom dans l'ordre des vertus, c'est la générosité. La générosité peut-elle être une vertu utile, voire nécessaire, pour assumer le métier de professeur ? Reste à savoir ce qu'il s'agirait d'ailleurs de donner lorsque l'on dit donner de sa personne. La générosité pourrait être vue au sens cartésien comme un effet de l'estime que l'on se porte à soi-même. Ajoutons que cette estime de soi serait partageable avec autrui, et en cela, la générosité pourrait même être considérée comme une passion de l'égalité. Alors un paradoxe, Jean Kelevitch attire notre attention sur une forme de la générosité qu'il considère, lui, effectivement comme paradoxale, et qui s'explique par le caractère de gratuité de la générosité. En tant qu'il est gratuit, le don généreux ne consiste pas essentiellement dans ce qui appartiendrait au donateur, en prélevant de l'avoir sur cet être, mais plutôt dans ce qu'il est. Ce qui est donné, dit Jean Kelevitch, ce n'est pas le mien, mais le moi. On peut en déduire que le vrai don n'est pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on est. Et en ce sens paradoxal, dit Jean Kelevitch, on ne peut donner que ce que l'on n'a pas. Une vraie générosité, donc, dans l'article 153 des Passions de l'âme, Descartes décrit la générosité comme la volonté de toujours entreprendre et exécuter les actions que l'on jugera être les meilleures. En effet, au début de la troisième partie de ce petit traité, Descartes définit la générosité comme le meilleur usage effectif que l'on puisse faire de sa volonté de bien faire. Éprouver de l'estime pour quelque chose, c'est ce qui stimule notre volonté à bien agir. L'égalité radicale des individus, de même qu'elle apparaît au plan métaphysique par l'affirmation que chacun est une chose qui pense, cette égalité découle de l'exigence de faire le meilleur usage possible de sa liberté de juger, et la générosité est ce qui permet la recherche d'un accord entre tous les hommes. Professeur est, selon une formule de Mireille Sifali, un métier de l'humain. Cela signifie qu'un professeur n'agit pas sur, mais agit avec. Son métier est fait de transactions. Que ce soit dans son propre rapport au savoir et à la culture, ou dans son rapport à ses élèves, le professeur doit faire preuve d'un certain engagement. Cela signifie que la place occupée en personne par le professeur dans sa relation aux élèves ne peut être considérée comme allant de soi, elle ne peut être laissée dans l'implicite de la situation ou de l'ingénierie didactique, car ces dispositifs comme tels ne suffisent pas pour que l'élève apprenne. Ainsi, lorsque nous enquêtons sur les pratiques effectives des professeurs, nous savons que le soi du professeur constitue encore pour lui un milieu avec lequel il agit, et à propos duquel nous pouvons enquêter. Je propose donc de caractériser en termes de générosité la manière d'agir du professeur en tant qu'il est animé par l'intention d'enseigner, c'est-à-dire de faire apprendre. Pour cette raison, ce que j'appellerais l'effectuation épistémique, c'est-à-dire la réalité effective d'une rencontre des élèves avec la culture, dépend fortement de la densité de l'engagement effectif du professeur dans son action, c'est-à-dire de sa vertu épistémique, de son désir de faire apprendre et de sa puissance à enseigner. Mais il nous manque en TACD des études empiriques, théoriques, et des catégories d'appréhension sur la densité de la générosité dans l'action du professeur avec ses élèves. Pour enseigner le type d'enquête, pour envisager le type d'enquête que nous pourrions mener, j'ai proposé en guise de contrefactuel quelques extraits de carnet de bord d'un professeur stagiaire en philosophie au lycée portant sur la question de la relation didactique. Dans ces exemples, que dire de la manière de faire du professeur et de sa relation aux élèves? Sur la foi de ces recueils, nous pourrions hésiter entre plusieurs lignes interprétatives. Les propos et l'action publique du professeur visent-ils à provoquer chez les élèves un désir de mieux faire? Le professeur fait-il preuve d'engagement dans sa relation aux élèves pour orienter leur attention vers ce qui est en jeu dans l'apprentissage de la philosophie en terminale? Ou bien fait-il preuve d'une certaine indifférence, d'une certaine négligence susceptible de décourager ses élèves? Le professeur se place-t-il dans une disposition généreuse parce qu'il aurait le souci que les élèves travaillent et apprennent réellement? Ou bien manifeste-t-il une inaptitude à se préoccuper de chacun dans sa singularité et une pratique faisant l'économie de construire la relation avec les élèves?
Si les situations d'enseignement de la philosophie ne sont pas évoquées, c'est en quelque sorte leur reste qui est ici esquissé. Indépendamment de la structure didactique du cours lui-même, le type de relation aux élèves doit absolument être interrogé, et l'on voit facilement à quel point la modalité relationnelle du professeur avec ses élèves peut être parfois problématique.